brûle mon cosmos. On est parti et aujourd'hui, on va s'intéresser à trois grands mangas, trois grands animés sous le prisme de l'analyse finalement de la psychologie, de la sociologie, de la spirale dynamique. Ces trois animés, ces trois mangas sont les Chevaliers du Zodiaque, également appelés Saint Seiya, Dragon Ball Z, et on va voir pourquoi le Z peut être différent du Dragon Ball original, et Sailor Moon. Donc c'est trois grands classiques et c'est intéressant finalement de pouvoir les voir avec des outils de psychologie, psychologie de la personnalité, psychologie sociale beaucoup plus avancés. Mais avant toute chose, avant de te parler du premier d'entre eux, je te souhaite la bienvenue et si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Pen, je suis auteur et formateur, spécialiste en l'approche intégrale, qui est une approche qui utilise différents outils de psychologie, psychologie de la personnalité, psychologie sociale et bien d'autres encore. On a l'énéagramme, la spirale dynamique, la pyramide de Maslow, les niveaux logiques, les travaux de Gregory Bateson, de Jung, la programmation neurolinguistique et bien d'autres choses encore. Si tu ne comprends pas le sens de ces paroles, je ne peux que partager l'opinion de Phénix. Tu es un misérable qui n'est pas digne de nous affronter. Adieu. Oh. Et finalement, on extrait le meilleur de tout cela afin de pouvoir les utiliser, que ce soit pour soi ou au travers du coaching, thérapie, formation et bien d'autres domaines encore. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Vu qu'on a fait la préambule, on va s'intéresser au premier d'entre eux, qui est Dragon Ball Z. Incroyable, c'est incroyable. On se ressemble comme deux gouttes d'eau quand nous nous transformons. Pourriez-vous me dire où vous voulez en venir? Je vais aussi me transformer en super guerrier. Alors Dragon Ball Z, c'est le manga, l'animé phare des années 90. Ça a été le plus populaire, j'ai envie de dire, que ce soit en France et que ce soit à l'international, bon au Japon bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend la spirale dynamique, alors avant toute chose, c'est quoi la spirale dynamique? Parce que je sais que tout le monde ne connaît pas, et j'ai oublié ce préambule-là, je m'en excuse par avance. La spirale dynamique, c'est un modèle qui a été développé par Claire Graves, et après par Beck et Cowan, et qui permet de voir l'évolution aussi bien d'un individu que de société. Et ce qui est fascinant avec la spirale dynamique, c'est que ce modèle-là nous permet de voir finalement notre évolution psychologique et les œuvres que l'on regarde vont être conditionnées, et les œuvres qu'on va apprécier vont être conditionnées par notre niveau d'évolution, par notre vision du monde, vision de la réalité, et vice-versa. Et sur Dragon Ball Z, pourquoi je l'ai pris en premier? Parce que c'est celui qui va être le plus bas des trois sur la spirale dynamique, puisque Dragon Ball Z, spécifiquement, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui gagne. Ta force est vraiment phénoménale, Kakarot. Il faut se rendre à l'évidence. Boo est aujourd'hui bien trop fort pour moi. Il n'y a plus que toi qui as une chance de le vaincre. Clairement et simplement, c'est Freezer qui dirige la galaxie sous une main de tyran, qui nous rappelle d'ailleurs les heures sombres de l'humanité, plusieurs heures sombres de l'humanité, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et qui va détruire des planètes entières, et qui est le plus fort, donc c'est le maître. Et de là, un personnage va devoir se dépasser, Sangoku en l'occurrence, pour vaincre Freezer. Alors là, j'ai pris qu'un exemple sur la série Dragon Ball Z, mais on pourrait prendre chaque arc de cette série. On a le même schéma. Vous vous voilez la face pour essayer de vous rassurer. Goku ne maîtrise pas encore l'Ultra Instinct? Bonne nouvelle. Ça signifie qu'il n'a pas encore tout donné et qu'il est encore loin d'avoir atteint ses limites. On a un personnage qui arrive, qui est plus fort que les autres. On a les Saiyans qui arrivent sur Terre, ils sont plus forts que le reste, que Sangoku, que Piccolo. Et donc, Sangohan doit être entraîné également pour arriver à les battre. Donc, Vegeta arrive, le roi des Saiyans, et le prince des Saiyans, et on le bat. Donc, le plus fort à gagner, c'est Sangoku, une fois encore. Non, c'est impossible. C'est impossible que la puissance de combat de Kakarot soit plus grande que la mienne. J'appartiens à l'élite des guerriers Saiyans. Puis on arrive sur Namek, Freezer, et le plus fort gagne. Puis un personnage du futur arrive et la civilisation est détruite par la force. Et là,
Donc du coup, ils doivent combattre les plus forts, que sont les cyborgs, et puis après Cell, et ainsi de suite avec Boo. Et à chaque fois, on est vraiment sur ce même arc narratif où un personnage plus fort que les autres va arriver. Poussé par la haine, moi aussi je me suis transformé. Après avoir vécu chaque minute de chaque jour dans le seul but de te dominer, j'ai enfin réussi à devenir un Super Saiyan. Le prince avait enfin récupéré son trône et accompli son destin. Et là, vraiment, on est sur un métasystème qui est le rouge, un spirale dynamique. C'est la loi du plus fort. C'est le soumetteur et les soumis. C'est un univers très individualiste. C'est-à-dire que chaque personnage de Dragon Ball Z, eh bien, va faire sa quête en solitaire. On les voit, les entraînements sont vraiment séparés. Alors de temps en temps, ils sont joints. Par exemple, Vegeta qui va s'entraîner avec son fils dans la salle du temps, Trunks, ou Sangohan et Sangoku. Mais à chaque fois, c'est très séparé. Et il y a cette espèce de compétition à celui qui va être le plus fort. Il y a aussi une chose intéressante, c'est la sensation d'immortalité qui est présente dans le niveau rouge à spirale dynamique, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans la série Highlander, qui est un peu dans ce même état d'esprit, très différente, mais vraiment un bon archétype du rouge en spirale dynamique. Et cette sensation d'immortalité, on va même le voir dans la série, dans le sens où finalement les personnages ne meurent pas. C'est-à-dire qu'ils meurent, mais ils reviennent de la mort. Une fois, deux fois. Au revoir les amis, bonne chance. On travaillera dur, je te le promets. Tu seras fier de nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, il n'y a pas de mort en tant que tel. Il n'y a pas de destruction de la personne. On se reverra sûrement un jour. Oui, quand on ira le rejoindre. Dommage que ce soit dans l'autre monde. Donc là, ici, on a Dragon Ball Z. Pourquoi Dragon Ball Z est très différent de Dragon Ball? Pour une raison simple, c'est que Dragon Ball, on n'est pas sur ce même système. On est plus sur... Alors, on a du rouge, on a beaucoup de rouge avec quel va être le plus fort, mais on a aussi beaucoup de magique, ce qui nous amène à un niveau un peu plus bas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça permet de voir l'évolution du personnage. Personnage d'ailleurs qui ne s'arrête qu'au rouge, qui va pas plus loin que le rouge, Sangoku en l'occurrence, personnage principal. Et ici, on est sur le niveau en avant qui est le violet, le niveau tribal où le monde est magique. Et on le voit dans l'univers Dragon Ball, c'est la magie, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est la surprise à chaque fois. Et c'est un monde finalement que l'on ne comprend pas et que l'on découvre au fur et à mesure de l'évolution de chaque personnage. Voilà pour Dragon Ball, et Dragon Z et Dragon Ball. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je traite un petit peu plus en détail de Dragon Ball, tu me diras en commentaire et on pourra faire cela. Et, ou d'autres mangas, d'autres séries. Il y a plein d'autres choses encore, comme, je sais pas, il y a Hunter x Hunter qui est intéressant, il y a l'Attaque des Titans, il y a plein d'œuvres d'animation. Kenshin, en ce moment, j'étais en train de voir l'animé Kenshin, que j'avais adoré en manga. Bref, il y a beaucoup de choix et des choix un petit peu plus contemporains également. Donc tu me dis, et puis aussi des films ou des séries, parce qu'il y a vraiment la spirale dynamique est fascinante parce qu'elle permet de décoder pas mal de choses. Et là, ici sur Dragon Ball Z, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, mais il existe certaines séries ou certains films où on va avoir plusieurs niveaux de la spirale qui peuvent être présents et finalement avoir des visions du monde différentes et rentrer en conflit. Ça peut arriver. J'ai pas parlé de Dragon Ball Super, j'ai pas parlé de Dragon Ball GT, GT je le connais pas. Dragon Ball Super, c'est du Dragon Ball Z en plus mauvais. Donc c'est la même chose, mais en moins bien, selon mon point de vue qui est engagé. Ensuite, on continue avec les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Tu as échappé au requiem maléfique. Personne auparavant n'avait jamais réussi. Dis-moi, chevalier, comment as-tu fait? Qu'est-ce qui te rend supérieur à moi? Alors, Saint Seiya, c'est pas du tout la même. Saint Seiya, déjà, on a une différence fondamentale. C'est on n'a plus de l'individualité, on a du groupe. Alors, on pourrait dire, ouais, mais dans Dragon Ball Z, ils font équipe. En fait, non, ils font pas équipe. Ils sont ensemble. Il y a les gentils, entre guillemets, les gentils contre le méchant, mais chacun va être vraiment très individualiste. Alors que dans Saint Seiya, dans les Chevaliers Zodiac, c'est le groupe, et à part le personnage un peu à part, Ikki du Phénix, qui d'ailleurs est dans le métasystème rouge en spirale dynamique, donc c'est ça qui est intéressant, on voit les différents niveaux. À part ce personnage-là, les autres sont sur le niveau qui est juste après, qui est le bleu, qui est celui du sacrifice de soi pour un bien futur. Tu t'es sacrifié parce que tu savais que tu défendrais la véritable réincarnation d'Athéna. Et moi, sans le savoir, j'ai défendu les forces du mal. Qui est celui finalement où le collectif va prendre le pas sur l'individuel.
Le rouge, on est sur l'individualisme, sur la manifestation de l'ego. Le bleu, on est sur le collectif et le regroupement du collectif. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que le système rouge ne fonctionne pas, ce système de violence. Donc on va mettre en place des lois, des normes et cette vision de futur meilleur avec la notion de sacrifice. Et quoi de mieux pour parler de sacrifice que les Chevaliers Zodiaques Saint-Seiya. D'ailleurs, c'est marrant, on a cette petite blague avec ma belle-fille où très souvent on se dit, mais de toute façon, à chaque épisode, il y en a un qui se sacrifie. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me voyait revoir, je m'étais revu la partie Hades et la partie également qui est magnifique, des Lost Canvas. Et il y a souvent un personnage qui va se sacrifier pour les autres. Et cette notion de sacrifice de soi pour les autres, d'ailleurs tu as peut-être vécu, tu te sacrifies, alors pas donner sa vie comme dans les Chevaliers du Zodiaque, là c'est un petit peu extrême, mais on va se sacrifier pour que les autres soient heureux, pour que les autres soient bien. Et là clairement, lorsqu'on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on est sur le métasystème bleu en spirale dynamique, mais on vit, ou du moins c'est cette énergie-là qui ressort de nous lorsqu'on est dans ces états-là. Et donc, ce bleu spirale dynamique, on va le retrouver vraiment très régulièrement. Et avec des valeurs fortes. Lorsque les valeurs fortes se présentent, des valeurs comme la justice. Tu as atteint l'ultime cosmos, le 7e sens. Et la seule explication possible d'un tel miracle, c'est que tu croyais à la justice de ta cause, chevalier. La justice, la paix, la fraternité, le lien entre tous les chevaliers, eh bien là, clairement, on est sur le bleu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde les ennemis, alors parfois on a des ennemis qui sont en niveau rouge de spirale, qui veulent finalement tout détruire, ou qui veulent juste une conquête, une course de pouvoir. On pourrait prendre par exemple déjà le Phénix au départ, qui est un peu dans cette vision de vengeance et de pouvoir aussi, finalement, indirectement, qui est un bon archétype du type 8 énéagramme, pour parler d'une autre dynamique. Le Grand Pop, qui est atteint de troubles dissociatifs de l'identité, qui là pourrait être plus sur une vision rouge. Mais après, quand on regarde, on a du rouge par exemple dans la partie Poséidon, dans la partie Hadès, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont une vision de vouloir sacrifier quelque chose pour un bien meilleur. Donc on a quand même une vision qui est je sens que je suis dans le bien, les autres sont dans le mal. Généralement quand on est dans ce dogmatisme là qui est moi je veux faire le bien et je veux amener le bien sur terre et les autres sont méchants, eh bien on est sur un dogmatisme bleu. Et on va avoir le camp d'Athéna d'un côté, le camp de Poséidon, le camp d'Hadès qui sont chacun convaincus de faire le bien. Sauf que, eh bien, on se rend compte que inonder toute la surface de la Terre, eh bien, c'est pas forcément la meilleure façon de faire le bien. Comme toi, je n'ai pas voulu croire en Athéna au début. Elle représentait tout ce que je haïssais. Je croyais que son règne était celui de la corruption et de la misère. Et tout ce que je souhaitais, c'était détruire son empire. Et malgré tout le mal qu'on pourra lui faire, sa foi en l'homme restera intacte. D'ailleurs, intéressant, si on prend une autre série, comme par exemple une autre œuvre qui est les Avengers, le personnage de Thanos, clairement, on est sur du niveau bleu de spirale avec une fonte rouge. Et si on prend donc le bleu, je veux faire le bien, Poséidon, je veux faire le bien, mais à ma façon, c'est très différent d'un Freezer qui est juste, je veux conquérir l'univers. Freezer dans DBZ ne veut pas faire le bien. Il veut juste plus de pouvoir. Quand on a Cell, c'est exactement la même chose. Même Sangoku, il veut être le guerrier le plus fort. Il veut plus de... Alors, ce serait plus végétal, je dirais, mais Sangoku, si on regarde, c'est un personnage qui est très égoïste en tant que tel. Il s'en fout des autres. Et on le voit encore plus dans Dragon Ball Super. C'est un personnage qui juste veut... être stimulé par de nouveaux combats, par quelque chose qui lui permet d'être toujours plus fort et des challenges qui permettent d'évoluer. Il ne va pas faire du mal aux autres pour cette quête de pouvoir, cette quête de force, cette quête de dépassement de soi. En revanche, il va être très individualiste. Et il n'y a que quelques rares moments où on se rend compte que Sangoku est dans une dynamique de faire le bien pour le bien.
Et bien souvent, le désir de battre, de vaincre le plus fort, l'emporte sur le désir de faire du bien. Fort heureusement, il est dans le bon camp. Mais c'est là que c'est intéressant de voir qu'on est vraiment sur du rouge. Alors que dans les Chevaliers Zodiaques, les personnages se dépassent, les personnages atteignent le 7e sens, vont jusqu'à atteindre le 8e sens pour aller dans le monde d'Hadès, et ainsi de suite. Ils se dépassent, non pas pour être plus fort que l'autre, mais pour une finalité plus grande qui est que le bien gagne, que la justice, la paix, la liberté l'emportent sur le mal. Et ton cœur est empli de haine et de désespoir alors que moi j'ai confiance et je crois en l'avenue d'un monde meilleur. C'est peut-être pour ça que mon cosmos était supérieur. Un monde meilleur? Oui. Cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur la Terre. Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici-bas, des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines. Et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux où la justice et la paix pourront enfin être respectées. Voilà ce que j'ai appris et c'est pour cette cause que je me battrai toujours. Et ce qui est super intéressant, moi ce que j'adore, c'est sur la partie, sur l'arc des 12 maisons des Chevaliers d'Or, on se rend compte, quand on re-regarde cette partie-là, que finalement, ils n'arrivent pas à être plus forts que les Chevaliers d'Or. Ils arrivent à égaler jusqu'à un certain point le niveau de certains Chevaliers d'Or, et pendant un laps de temps très court, il suffit de regarder par exemple Yoga face à son maître Camus. Merci, Chevalier du Verseau, mon maître, et adieu. Sans jamais dépasser, et finalement, il y a un concours de circonstances qui les sauve. Shiryu, s'il ne meurt pas face au Capricorne, c'est parce que le Capricorne le sauve. Ikki, s'il revient d'un autre monde avec Shaka, c'est parce que justement, c'est l'intention de Shaka et d'autres interventions autour qui les aident. Si à un moment donné, Andromède se remet de son combat vis-à-vis du Chevalier du Poisson qui est décédé, c'est parce qu'Athéna revient et lui redonne la vie. À aucun moment, il y a un Chevalier de Bronze qui a surpassé un Chevalier d'Or et finalement qui s'en est sorti quasi indemne alors que le Chevalier a fini ses jours. Et plus encore, sur le niveau bleu en termes de spirale dynamique, eh bien, donc, je l'ai dit, on le voit beaucoup, cette tendance au sacrifice, cette tendance à finalement faire primer le collectif, faire primer la cause sur son bien individuel. C'est par exemple le personnage de Shun qui va réchauffer sur une scène qui peut être un peu tendancieuse le personnage de Yoga dans la maison de la balance parce qu'il a été dans un cercueil de glace pour lui redonner la vie. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, et je vois la vie en rose. Ah, Yoga, tu me fais fondre. Laisse-moi faire de même avec mon cosmos chargé d'amour. C'est un personnage qui va se prendre un coup mortel pour sauver un autre personnage. Donc il y a cette notion de sacrifice qui est très forte. Enfin, on finit avec Sailor Moon. Il y a très très longtemps, il y avait un magnifique royaume sur la Lune. On l'appelait le royaume du millénium d'argent. C'était un paradis où régnait la paix et la beauté. Alors, Sailor Moon, ça va être assez simple. On va être exactement dans le même métasystème, voire je dirais même un petit peu plus haut que les Chevaliers Zodiaques. On est sur du métasystème bleu. On voit apparaître de l'orange, c'est-à-dire le métasystème qui est juste au-dessus. Parce qu'on a des personnages qui sont vraiment dans un univers qui est très différent d'ailleurs. Si on regarde Dragon Ball Z, on voit que des combats, on voit que des entraînements, on voit très peu la vie de tous les jours. Si on prend les Chevaliers Zodiaques, c'est pareil. On voit extrêmement peu la vie de tous les jours. C'est anecdotique. Alors que dans Sailor Moon, la vie de tous les jours est très présente. Et la vie de tous les jours, elle est où? Elle est dans une vie actuelle. Et donc, on retrouve des codes qui sont des codes qui vont être plutôt influencés par le bleu, mais également par l'orange. Le niveau d'après, c'est-à-dire le niveau de la modernité, le niveau de la liberté individuelle. Et vraiment, cette modernité est présente quand même dans le manga et dans l'œuvre. Mais on reste quand même sur
une tendance sur une dominante bleue. Le charme et la beauté sont mes principaux atouts. La laideur peut parfois se cacher sous un joli minois. Alors j'apprends aux gens à ne pas juger quelqu'un sur son apparence, mais sur son cœur. On m'appelle Sailor Vénus. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve avec un groupe de justicières. On ne se quitte jamais. D'ailleurs, le mot justicier, c'est intéressant. Dragon Ball Z, on a des guerriers. Les guerriers Z. Chevalier du Zodiaque, on a des chevaliers. Sailor Moon, on a des justicières. Justiciers, chevaliers. On est là pour faire quelque chose, pour faire le bien. Alors qu'un guerrier est là pour se battre. Rien que les mots, en tant que tels, nous donnent des infos super intéressantes. Et Sailor Moon, eh bien, pour la justice, chaque slogan de chacune des Sailors est teinté d'une valeur morale. Qui sont ces filles? Nous défendons l'ordre et la justice chaque fois que les droits des êtres vivants sont bafoués par des êtres sans scrupules. Pour la justice, pour l'amour, pour la paix, pour l'amitié, bien évidemment, excusez-moi, j'ai oublié l'amitié, ce qui est fondamental quand même celui-là. Et là, clairement, on est sur des valeurs morales. On est sur des valeurs morales et donc on a du bleu. Ici, encore une fois, on a le bien qui veut vaincre le mal. On n'a pas cette quête de pouvoir de chercher le plus fort. Le mal en tant que tel est intéressant sur Sailor Moon parce que là, clairement, on est sur un niveau plus bas. C'est-à-dire que Sailor Moon, on a les justicières qui sont sur un niveau bleu, qui sont sur une cause. Et le mal, lui, est vraiment dans le rouge, dans l'accumulation, dans la récupération de pouvoir et de force. La puissance maléfique ordonna à ces monstres d'attaquer notre royaume pour nous voler un des trésors, le cristal d'argent. Et là, ici, on va retrouver ces notions-là, qui sont finalement des notions de sacrifice. Grâce au formidable pouvoir du cristal d'argent, on réussit à enfermer la puissance maléfique, mais le royaume fut détruit. Je ne vais pas aller plus loin sur Sailor Moon parce que mes connaissances sur ce manga sont un petit peu plus, un peu moins denses que sur les deux autres, même si quand même elles sont suffisantes pour te donner finalement le métasystème présent. On a quand même cette notion aussi de, comme je disais, de modernité. On a cette perception finalement aussi, ça aussi c'est intéressant, tu vois, et d'histoire familiale aussi, qui est présente sur Sailor Moon, la notion finalement de réincarnation aussi. La reine était entourée de fidèles guerrières et vous avez été ces guerrières. Et là aussi, ça peut donner d'une façon indirecte le niveau bleu de la spirale dynamique. Voilà, donc si ça t'a intéressé tout cela, si tu veux en savoir plus sur la spirale dynamique, je t'invite vivement à regarder les liens en description, tout particulièrement le lien sur la masterclass gratuite sur laquelle je t'explique les différents niveaux de la spirale, tu comprendras beaucoup mieux et tu pourras aller plus loin avec moi. Et si tu as aimé ce contenu, je t'invite vivement à me dire en commentaire si tu aimerais que je traite d'une autre œuvre, un manga, un animé, un film, une série. Il y a plein d'œuvres culturelles, un livre, pourquoi pas, bref, quelque chose que je connais quand même à minima, comme je l'ai fait ici. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour d'autres contenus tout aussi intéressants. Allez, je te laisse regarder les liens, je te laisse me dire en commentaire, et à très vite. Ciao. Chevalier, tu disais que tu croyais en un monde où les frères qui ont eu le malheur de naître sous une mauvaise étoile pouvaient vivre ensemble et heureux, et que tu te battais pour le construire. Aujourd'hui, sache que je veux partager ton rêve.